Record, et voilà. Mais c'est parti. C'est ta votre après l'Ebola. Voilà. Donc, Quand l'Ebola aurait exterminé 90% de la planète. Oui, moi j'aimerais bien exterminer l'Ebola anglais, moi. Fermez ça parce qu'on se fait un drink. Ah, ok. Bonjour les amis. Bonne soirée. Merci Tommy pour ton aide, hein, inestimable. vérifiez que la caméra elle a pris un petit coup si elle est toujours bien cadrée. Ah non, c'est vrai, puis cadré. Ah, bon, un petit coup. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est parfait. Merci, mademoiselle. Oh, regarde, elle va prendre la belle. Ah ben, qu'elle va nous prendre une belle ici, là. Merci. Allez, prends-en encore une autre, là. Puis là, Plus rapproché, Je t'enfilerai plein avec la caméra qui filme en ce moment. OK. là, on va parler d'un peu de tout. On va parler de la Côte d'Ivoire, on va parler du Liban, on va parler du Québec. Vérifie que la caméra... Ben là, on va dire quoi? Ben là, moi si je commence, là, Un peu avec Maria vous, aussi, si ça ne gêne pas. Non, non, ça me gêne pas. Merci. Si le sujet rentre dans le sujet, on rentre dans le sujet. Alors, ça ne devrait pas gêner. Ça roule. Ça roule. D'accord. Alors, quand on va parler, par exemple, des petits tréteaux du Québec, ceux qui sont traites depuis longtemps, regarde, quand tu t'en vas regarder l'histoire du Québec, moi, je prends ça depuis le début. Alors, ben, je regarde là, quand je vois que... quand je regarde qu'à Québec, il a fallu des traîtres du Québec pour tuer Montcalm et casser la révolution contre les Anglais. Regarde. On me demande où ils viennent les traîtres. Ils sont rendus dans la Radio X, là. Bon, ben là... Fait que là, Mousseau qu'on peut s'enregistrer, moi je suis introduit. Ça c'est bon. enregistre. Ça enregistre là? Oui. Ça enregistre présentement? Mais oui, c'est ce que je suis en train de te Oh! dire. Alors, bonjour tout le monde. On nous prend bulle pour point. André Forgette ici, au Coup Bleu reçoit. On reçoit quelqu'un d'intéressant. Oh, tremblement de terre. Antoine Mourani. Le nom Mourani vous dit peut-être quelque chose, une certaine députée d'Ottawa. Ben, c'est pas un hasard, il y a un lien de parenté entre les deux. Mais on va pas juste parler de ça, on va parler de son parcours de militant qui est venant de la Côte d'Ivoire, parce que lui est d'origine libanaise, arrivé au Québec dans les années 80, il voit la situation. Et aussi, il a fait des parallèles avec le reste du monde. Et bon, suite à tout ça, il y a une évolution. Et ça arrive aujourd'hui, en 2014. Et on va faire le bilan de tout ça. Je pense qu'en une heure, on n'aura pas de trop. Donc, si tu veux, Philippe, je te laisse poser les premières questions, les premiers jalons de cette épopée. Bon, alors déjà, bonsoir Tony. Bonsoir mon ami Philippe. Voilà. Donc, pour commencer, c'est comme je t'expliquais au départ, c'est qu'on aimerait bien savoir à peu près comment tu as fait pour atterrir ici. Et deuxième question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à t'intéresser à la politique québécoise et à prendre parti pour l'indépendance. Donc on va commencer par la première. Tantôt tu m'as expliqué un peu que c'est ton père qui a quitté le Liban il y a assez longtemps de ça, dans les années 1918 ou quelque chose. Et mon grand-père plutôt, qui a quitté le Liban avec mon père sur ses épaules. C'est ça, excuse-moi, c'est ton grand-père Sur ses épaules parce que nos amis turcs aujourd'hui qui essayent de combattre avec les alliés de l'OTAN, à cette époque-là, ils avaient commis déjà le génocide arménien, ces Turcs-là ont commencé à faire le génocide chrétien du Moyen-Orient, et c'était aussi l'époque du roi Faisal en Irak, et aussi il y a eu commencé là-bas toutes sortes de génocides, et puis tout ça. Bon, ben là... je suis d'origine libanaise, c'est sûr, je ne connais pas beaucoup le Liban, mais j'y ai été quelques fois. Et une chose, c'est que on s'est fait quasiment exterminer, la famille Mourani, dans cette région-là, parce qu'on habitait dans le Akkar. C'est à peu près vers les plateaux du Golan. C'était pas dans le plateau du Golan, c'est trop vers le sud. Le Akkar, ça se trouve beaucoup plus vers le nord du Liban, et beaucoup plus vers la frontière avec la Syrie. D'accord. Et à l'époque, c'était sous le régime ottoman. Et il y avait juste la montagne libanaise chrétienne qui était là, qui était sous une sorte d'autonomie renforcée.
Sauf que toutes les plaines, toutes les vallées, le reste du Liban était un peu livré au régime dictatorial des Turcs, des Ottomans turcs, surtout des musulmans turcs. Hein? Et il fallait que ces gens-là fassent installer leur peuple musulman et tout. Comme on voit aujourd'hui, là. On fout les chrétiens dehors, on fout les Kurdes dehors, on fait la guerre aux chiites, on fait la guerre, tout ça pour mettre des sunnites. Rien n'a changé. Quoi. Rien n'a changé, l'histoire se répète. C'est la On a- idéologique. Exactement, ils ont foutu notre famille, la moitié de notre famille dans des Donc puits. comme ça, ton grand-père arrive avec ton père Il reste au plus. Sénégal. Exactement, il reste plus que mon père et puis son frère. Son frère est resté au Liban. Oui. Je suis un des frères à mon grand-père. Et mon père est arrivé ici sur les épaules de mon grand-père. Parce qu'il était tout petit. Il avait à peu près 5-6 ans, je pense. Donc ça, tu me dis quand il arrive au Sénégal à Dakar. Il avait 5-6 ans, il arrivait sur les épaules. Ouais. Après, votre famille a... Normalement, il partait pour l'Argentine. L'Argentine. Et là, il s'est installé là-bas. Et puis, au Sénégal, il a commencé à travailler. Mon père a grandi. Et puis, ils ont fait une petite entreprise de bonbons et tout ça. Et puis après, bon, ils ont eu de l'argent. La Deuxième Guerre mondiale était en veille d'arriver. C'était les années 35, 36, 37. Et là, mon père, il était assez bien, puis il dit, bon, je vais me marier. Il est retourné au Liban, s'est marié, et en revenant du Liban, c'était en 1939, la guerre éclate, et il reste à Marseille, et il est obligé étant dans une colonie française, et vivant dans une autre colonie française, on l'embarque dans l'armée française pour aller combattre les Allemands. D'accord, superbe histoire. Ça n'a pas dû durer longtemps. Là. En 40, c'était fini. Là. 45. Non, mais en 40, les Français se sont rendus. Oh, ben là, il y a eu De Gaulle après. Ouais, Il y a mais. eu De Gaulle. Oui, mais lui, entre-temps, évidemment, comme il s'était basé à Dakar, hein, il a été, évidemment, avec le système de Vichy, depuis le général Pétain, il a été, comme on dit, ils ont été tous libérés, là, de l'armée française. Ils les ont envoyés en congé à la maison. C'est là que mon père, il a dit à ma mère, bah, hey, on s'en va en Côte d'Ivoire. Et donc vous arrivez en Côte d'Ivoire. On arrive en Côte d'Ivoire, Grand Bassam. Et c'est là où tu es né, Et c'est là que je suis né, à Grand Bassam. à Grand-Bassin. Voilà. Vous restez en Côte d'Ivoire jusque dans les années 85 à peu près, Moi personnellement, oui. personnellement. Et là, Mais ma famille, on a resté tous en Côte d'Ivoire. Il y en a encore qui sont encore là-bas. et qu'est-ce qui t'a fait venir au Québec alors? C'est mon grand frère, le père à Maria, déjà pour commencer, qui était venu ici, oui, avec sa femme et tout ça. Puis et ma femme aussi, qui avait ses frères ici, et tout ça. Bon, ben, j'ai pu rentrer au Québec. Et comme j'étais de la Côte d'Ivoire à cette époque, en 86, 87, passait par c'était la fameuse, comment on appelle ça, la récession là, mondiale qui avait frappé les années 85, 86 jusqu'à même ici au Canada. Là. Et bon, ben là, on est rentré, on était obligé de rentrer parce que là, quand ici ça s'enrhume, là-bas, ils n'ont pas la grippe, mais ils ont Ebola. Alors, arrivé au Québec, tu commences ta vie ici, tu me dis, tantôt, on discutait un peu tout à l'heure, tu m'as dit, la politique, sur le coup, ça m'intéressait pas. Exactement, ça ne m'intéressait pas du À tout parce quel que moment j'avais pas la tête à ça. Par contre, en Afrique, quand j'y étais, ça m'intéressait beaucoup. La Côte d'Ivoire comme étant mon pays. Bah oui. Ah, donc, à l'école, déjà, j'étais délégué, je passais par toutes les sortes de délégués mais de l'union des étudiants, et tout. Et même quand il y avait les campagnes de députés, tout ça, je prenais parti pour certains députés, contre d'autres députés, contre le gouvernement, par exemple. Est-ce que les Ivoiriens te voyaient comme un étranger? Non, ils ne me voyaient pas comme un étranger, sauf que, disons que les Ivoiriens avaient de la misère de voir un Ivoirien blanc. Ça n'existe pas, ils sont tous noirs.
Sauf que la Côte d'Ivoire est un pays colonisé par la France depuis très longtemps. Et en Côte d'Ivoire, déjà, il y avait près de 200 à 300 000 Français blancs qui étaient là à l'époque. Et puis quand la Côte d'Ivoire a pris l'indépendance, on est retombé à près de 150 000 blancs encore là-bas. Sauf qu'il y en avait quand même pas mal, une trentaine de mille à 50 000 Libanais qui étaient immigrés là, et sans compter les Marocains, les Algériens et tout ça. Donc, ce pas des gens qui n'étaient pas habitués à voir des Blancs. Au contraire, ils ont tout le temps vécu avec des Blancs. Et puis, apparemment, regarde, les affaires racistes graves, il n'y en a pas. C'est juste des petites affaires qu'on rencontre de temps en temps. Hey, le blanc, hey, le petit noir, puis, hey, le temps, et puis, hey. Surtout, mais c'est pas des. C'est pas comme les Turcs. Non, c'est pas comme les Turcs, c'est pas comme aussi. C'est pas comme les Américains dans les années 60. C'est pas Ku-Klux Klan, là. C'est pas. Non, ni l'Afrique du Sud, là. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas qu'un blanc il rentre dans un resto. C'est pas Mugabe, là. Non, c'est pas Mugabe. Non, ça jamais été ça. On va revenir sur la Côte d'Ivoire dans un moment parce que j'aimerais faire un parallèle avec le Québec au niveau d'indépendance. Mais là, on va revenir au Québec. Donc, tu arrives au Québec. Tu t'intéresses pas trop à la politique parce que tu t'intéresses à la politique, mais pas du Québec. Tu as d'autres soucis, puis tu as d'autres préoccupations dans la vie, donc politique. À quel moment la politique du Québec, du Québec, excusez-moi, commence à t'intéresser? Et à quel moment tu t'impliques dans ces politiques-là? La politique du Québec a commencé à m'intéresser. Je veux dire franchement, quand je suis rentré ici, j'étais Canadien. Et un jour, j'étais dans mon sol, partais au travail. Ça a été dans les années 90. Et puis, commençant à écouter certains. Il y avait Robert Bourassa à l'époque. Et tout ça. Puis ça a été un peu l'époque du lac Meech. Ouais. Et là, je me suis dit, mais c'est normal que le Premier ministre essaie ici de donner certains droits au Québec. Regarde, en Afrique, c'est pas seulement un droit qu'ils ont donné, ils ont donné quasiment l'indépendance. Ben ici, ils donnaient une autonomie, une large autonomie. Ou bien, un peu comme les États-Unis, les États américains, ils sont beaucoup plus libres que les provinces québécoises ou canadiennes. Ça ne dérange pas. L'Écosse, qui est actuellement là, qui a demandé son indépendance, si on veut bien regarder, les Écossais sont plus libres chez eux, ils sont plus autonomes que les Québécois. Alors, je ne comprends pas pourquoi le régime, l'anglo-saxon de la reine, et puis les anglo-saxons du Canadien, refusent de donner cette autonomie, cette même autonomie-là, aux French Canadiens qui sont au Canada. Je comprends pas. Possiblement qu'on ait des nègres blancs? Mais parce que dans le passé, ils nous ont considérés comme des nègres blancs, ça c'est sûr. Bon, mais là, ça ne peut pas continuer. Les nègres blancs, même les nègres, ils ont eu l'indépendance, ils se sont émancipés, ils ont eu Martin Luther King, ils ont eu. Ils ont un président, là. Ils ont un président aujourd'hui. Mais au Québec, les nègres blancs, là, les French slaves, là, Les frogs? les frogs, et puis tout ça, ils n'ont rien, et puis ils demandent juste à être reconnus d'une façon bien, une sorte d'autonomie, une large autonomie. Tous les pays donnent des larges autonomies. Même là, aujourd'hui, là, si tu regardes un peu en Espagne, comment on appelle? Les Catalans. Les Catalans. Papa m'a dit, il va me dire une chose, là. Les Catalans en Espagne, ils ont plus de liberté que les Québécois. Beaucoup plus de liberté. Les Corses ont beaucoup plus de liberté que les Québécois. Ils s'occupent beaucoup plus de leur économie. La France n'a rien à foutre. Elle est juste administrative. Et les chrétiens du les chrétiens du Liban, c'est comme les Québécois. Okay. On n'a même pas droit à un président. Ça fait 3 mois, 4 mois qu'on cherche un président. Les musulmans, ils disent le président de l'Ouré Kabour veut.
Regarde. Ben, c'est ça. Tu sais, on n'est pas plus fiers que les Québécois, nous, au Liban. Les chrétiens même du Moyen-Orient, on est des vrais Québécois. C'est tout à fait la même chose. Les musulmans et les anglo-saxons, moi, c'est pour ça que je les compare toujours. Je dis toujours les anglo-saxons, islamo, djihadistos, hein, canadiens, parce qu'ils se ressemblent. C'est long comme nom. Ben, ça leur va, ça. Je pense qu'on vient d'inventer un concept, là. Ben oui, c'est tout à fait eux. Les Québécois, ils n'ont rien, là. T'as pas, ils ont transformé les Québécois à des assistés. Ouais. Quasiment assistés. Et infantilisé. Infantilisés, assistés, on leur a coupé les coucouilles, les coucougnettes, on leur a tout coupé, hein, il ne reste plus rien. Et maintenant, quand ils ont compris une chose, quand tu veux faire taire un Québécois, on lui donne une hypothèque, une maison, un beau jardin, c'est fini, c'est devenu un Canadien. Non, il faut rembourser l'hypothèque. Il faut rembourser l'hypothèque, tu deviens esclave. C'est la meilleure façon, hein? Même je dis, c'est même pas la faute à la reine d'Angleterre. Si on veut bien chercher, là, le vrai colonialisme, c'est les banques. Là, on attaque un autre sujet. Non, mais là, on va dans un autre parce qu'ils sont réglés. Non, on évolue. C'est une chaîne. Aux banques. C'est une chaîne. Tu vas aux banques, c'est qui le colonialisme aujourd'hui? Avant, on avait les colons, l'Empire, les empires, les Anglais, les Français, les Portugais, les Espagnols, les Américains, l'Empire, les Chinois, l'Empire. Ok, on a changé des empires. Aujourd'hui, on est arrivé à quel empire? On a l'empire financier du monde, l'argent. Même les Chinois de Chine, qui étaient communistes, sont devenus un empire d'argent. C'est drôle parce que Alain Soral, dans son livre Comprendre l'Empire, dit exactement la même chose. C'est l'empire, c'est l'argent, l'empire. Alain Soral aurait peut-être copié sur Tony. Ah ouais, peut-être. Ben, il aurait dû peut-être penser il commence à me tricher, il va pour là qu'il paye le droit d'auteur. Ouais, on va les réclamer. Donc là, on arrive dans les années 90, et là, tu te rends compte tout d'un coup que l'indépendance du Québec, c'est quelque chose pour toi qui est légitime. Donc, politiquement, comment tu t'impliques au Québec? Je suis comment on dit, un le peuple québécois a droit à l'autodétermination. Comme tous les peuples, ça fait partie des chartes des Nations Unies. Quand tu regardes les Nations Unies, une des chartes des Nations Unies, c'est comme on dit ici, les droits de l'homme, c'est sacré et tout. Tu as l'une des chartes de la planète Terre qui est le droit à tous les peuples à l'autodétermination. N'importe qui empêche un peuple à s'autodéterminer, à devenir libre, indépendant, cette personne-là se transforme en esclavagiste. D'accord. Donc, dans ces années-là, vu que c'est à peu près le seul parti, tu dois sûrement adhérer au Parti québécois, je suppose. Non, jamais au Parti québécois. Le Parti québécois, c'est un parti de tous les gens qui ont acheté beaucoup de maisons aussi. Et la plupart sont des gens, des traîtres. Ce sont des traîtres. Même à l'époque? Quelle époque? Les années 90, je parle des années Parizeau. Là. Les années Parizeau étaient déjà tous en train d'acheter des maisons. Sauf que Parizeau, il a vraiment forcé. C'est la seule personne que j'estime vraiment beaucoup. C'est grâce à Parizeau que je suis devenu, comme on dit, un souverain, un indépendantiste. Pas un indépendant triste, mais un indépendantiste. Il y en a des indépendants tristes, comme dit la chanson. Et ceux-là, ce sont ceux qui sont tristes à mourir, qui ont dit non à l'indépendance. Ce sont les indépendantistes québécois qui ont acheté beaucoup de maisons,
qui ne pensent qu'à eux-mêmes, pas à leurs enfants, à rien, ni à la langue, ni à rien. Ils sont prêts à s'assimiler à n'importe quoi. Même peut-être demain, ils vont tous devenir des djihadistes, des musulmans, et ils vont aller combattre, ils vont aller combattre ailleurs, partout. Et ça, on va en voir bientôt. Il y en a déjà. Hein? Et ces gens-là, il y en a partout, hein, dans le monde. Tu regardes en France, il y en a plein. En Allemagne, c'est bourré de ces gens-là. Ils sont pleins partout. Ils se réunissent leurs origines. Ils renient leur origine, tout ça. Puis quand tu leur demandes, ils disent « Ah, moi, je mange plus de viande. » Mais pourquoi tu manges plus de viande? Parce que je ne vais pas manger du cachet pour qu'on ne m'associe pas à telle personne, à telle personne. C'est le fanatisme religieux. Oui, regarde. Oui, il commence à en avoir, mais c'est bizarre. Ils sont devenus, par exemple, lui, il est végétarien. Moi, je suis végétarien. Quand tu vois un végétarien, dès que tu lui parles un peu, si tu lui dis, il y a les immigrés qui rentrent par toutes les fenêtres là, et puis les gens, les bout de people qui s'en viennent, puis tout ça, on n'arrive pas à la contrôler. La police, on n'arrive plus. On est obligé de mettre des douaniers, on est obligé de mettre tout ça. Il dit, mais là, c'est pas grave, ils n'ont qu'à rentrer. Hein, ils vont être végétariens comme moi. Ah oui? Et on vous aime prendre pour un fou. Mais je pense que tout le peuple français est fou. Tous les Européens sont fous. Même au Québec ici, ils sont devenus tous des fous. Ben là, parlant de fous, j'aimerais savoir des nouvelles de votre nièce. Elle aussi. Elle a viré sur le top, là. Elle a viré sur le top. Est-ce qu'elle a acheté une maison, elle aussi? Certainement. Le jour qu'elle a acheté, elle avait déjà une maison. Une triple hypothèque. Elle avait déjà une maison. Et je pense que le jour qu'elle a viré de bord, c'était le jour qu'elle s'est mariée à M. El Béchara. Ben oui, c'est qui ce M. Béchara, là? C'est son mari. Ah? Oui, chef Avec, exécutif du bloc à voilà, et puis et elle a été aussi influencée par... je vais vous dire une chose, quand elle a commencé dans la politique, elle n'était pas comme ça. Non. Elle était très enthousiaste, elle était passionnée et tout. Le Québec, c'est le Québec pour l'indépendance, il faut ça, il faut ça. Hein, elle était prête, elle a même usé des chaussures comme pas à peu près. J'ai même voté pour elle pour être chef. Là. Elle a usé des chaussures pas à peu près. Moi c'est moi qui chauffais son camion. C'est moi qui partais avec elle. Je mettais même des panneaux dans les rues et tout ça. Et puis, je la voyais comme elle était enthousiaste, avec les yeux ouverts, et puis tout. Elle était prête à manger de l'anglo-saxon, là. Je ne peux pas dire. C'est l'une des premières, je vais te dire. Et puis, elle m'a impressionné. Qui a pris le drapeau du Québec, quand elle a été élue la deuxième fois députée. C'est l'une des premières députées québécois qui l'a imposé là-bas. Qui a eu assez de couilles pour prendre le drapeau du Québec et le planter à Ottawa, au Parlement. Oui, plein dedans. Et virer le drapeau du Canada. Et virer le drapeau du Canada. Je m'en souviens, elle avait fait un scandale. Et c'est un scandale qui s'est fait ce jour-là. Et le commissaire qui devait la faire jurer sur la reine, il a refusé de venir la faire jurer. Elle est restée là, elle a dit, je m'en fous. Qui vient pas me faire jurer? Tout le monde était là. Il y avait les invités, il y avait les ambassadeurs, je m'en souviens. Tous les ambassadeurs arabes. Ça commençait, hein, qui étaient là et tout ça. Puis, et tous la regardaient, puis ils riaient entre. Et puis là, je disais quoi? Le drapeau du Québec avec le drapeau canadien à côté. Les deux. On dit non, vous enlevez le drapeau du Québec. Ici, on est au Canada. Mais là, le Québec, c'est-tu dans le Canada ou c'est pas dans le Canada? Vous reconnaissez le Québec comme étant une nation. Maintenant, quand j'amène mon drapeau, je le plante là, vous dites non. Alors, il faut savoir la vérité, on est quoi? Ils n'ont jamais accepté. Ils n'ont jamais accepté, Maria a insisté, elle a dit non, et je vais rester là avec ça. On est resté là, et effectivement, elle n'a pas juré ce jour-là. Ils ont trouvé une entente après, c'est en fait une entente à l'amiable,
où il y a un monsieur un commissaire qui est venu chez elle dans son bureau, au Parlement, et dans le bureau du Parlement, où obligatoirement il y a un drapeau québécois, parce qu'elle a dit, je ne jurerai jamais sans le drapeau québécois. Oui, je m'en souviens. Ce que j'aimais bien de Maria Morani aussi, c'est sa critique d'Israël, et ça lui a valu des remontrances de la part de Gilles Duceppe. Racontez-moi ça un peu. Là, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, dans le parti... c'est pour ça que je vous dis, dans le Parti québécois, là, et le Parti libéral, et tous les partis canadiens, là, quand je vous dis, c'est des bandes de traîtres. C'est tous des banquiers, ça. Ils sont tous sous la coupe de la grosse finance. Tu comprends? Au début, Maria, elle prenait beaucoup de positions radicales. Les Palestiniens, les pauvres, tout ce que vous voulez. Mais petit à petit, son mari est intervenu en lui disant, regarde, on ne peut plus continuer comme ça. Aux dernières élections, vous avez remarqué que, bon, elle a encore gagné, sauf que c'était fin, hein? 300 et quelques voix. Un peu plus quand même. Pas celle de la dernière, mais celle d'avant, c'était juste ça. 300 Non, mais et la quelques dernière, elle en a pris plus. Ah oui, un petit peu plus. Plus, oui, Non, oui. c'était celle d'avant, c'était serré. Oui, oui. Avant, c'était très serré parce que, bon, ben là encore. Mais là, la dernière, elle en a eu beaucoup. Et là, elle s'est dit, bon, si je veux continuer à avoir le soutien d'une grosse partie de la population, enfin, soutien financier, il va falloir que j'assouplisse un peu mes affaires. Elle a commencé à se faire courtiser par toute la gang des conservateurs pour commencer. Eh oui, les conservateurs, Mr. Harper. Et elle a commencé à avoir aussi des petits conseils de l'ecclésiastique maronite, chrétienne du Canada, et des différents ecclésiastiques musulmans commencent à intervenir là-dedans. Et comme son mari, c'est un grand ecclésiastique, donc le jeu s'est fait facilement. Et le jour qu'elle a pété sa coche contre l'affaire des foulards, moi je peux vous dire une chose là. Ton idée t'a déjà faite. L'idée était déjà préparée et Maria Mourani, moi je peux vous le dire, jusqu'à date, je mettrai ma main au feu là. Elle n'en a rien à foutre de ce foulard là. Ah ouais. Ouais, et je vous le dis moi en tant que son oncle, elle n'en a rien à foutre. Sauf qu'il s'est passé une chose, c'est que dans le Bloc québécois et le Parti québécois aussi, et avec Pauline Marois surtout, il ne lui a pas fait de cadeau, il ne lui a pas fait de... il ne l'a pas tellement arrangé, là. Elle a reçu des coups de pied aussi de Gilles Duceppe pendant la deuxième élection, là. Oui, elle a passé de justesse. Moi, j'ai été beaucoup impliqué dans C'est ça. auprès d'elle avec toute la clique, Jean-Paul Forget, Marie. Exactement. Et l'équipe de Gilles Duceppe, plusieurs fois, ont attaqué Maria. Exactement. Et les gens d'Annecy se sont toujours portés au secours de Ils sont Maria. toujours portés au secours de Maria. Maria vivait des moments très difficiles à l'intérieur du bloc Exactement. avec la clique à Duceppe. C'est très connu. Ben là, une fois que Duceppe a quitté, elle voulait devenir chef, mais là, les membres ont choisi... Il y a eu un coup monté Ouais. par M. Duceppe lui-même. Ah. Quand il a été choisi, comment il s'appelle, celui qui a démissionné, là? Comment il s'appelle, là, le bloc, là, bloquiste, le petit bloc? J'ai oublié son nom. Moi aussi, j'ai oublié son nom. Le rigolo, là. Le barbu, C'est, là? ben oui, le rigolo, c'est... Paillé? Paillé, là. Paillé. Paillé, le paillé, là, la petite paille, là, ça, la petite paille à Coca-Cola, là. Bon, mais lui, là, c'est lui qui s'est mis la marde avec Gilles Duceppe. Avec Gilles Duceppe et l'aide de Pauline Marois, à l'époque. Parce que, regardez, il y en a une chose. On va la chefferie, là. Regarde, je vais te dire une chose. Il y a eu un peu, on va dire des gros mots, je ne veux pas le dire. J'aurais pu dire un sale gros mot, là. Mais des fois, il va falloir aussi dire des mots pour qu'après, on n'ait plus de problème avec le sorte de
de chauvinisme à la québécoise, la vieille souche et puis la nouvelle souche et puis le nouveau truc, le québécois ancien, québécois nouveau, québécois chose. Celui-là, il est plus ancien, donc il est plus pur que celui qui est nouveau, alors que on a le même objectif, c'est l'indépendance de ce Québec. Et quand Pauline Marois dit, mais vous n'allez pas quand même venir mettre Maria Mourani, chef du bloc. Gilles Duceppe, écoutez, mais la gang d'imbéciles. Steve Carl, vous n'allez pas mettre Maria Mourani, chef du bloc. Moi, justement, comme Duceppe est encore Mourani, voilà. Mourani, moi. C'est ça. Alors, vous voyez, ça s'est passé comme ça. Quand tu as une personne dans cette position-là, elle arrive à un moment... où ce monsieur, là, comment il s'appelle, la paillette, là, et lui dit, regarde, ça te plaît pas, tu quittes, tu dégages. Oh. Et là, est tombé du ciel. Il te restait jusqu'à 4 sièges, là. Et Ben oui. Elle a commencé à faire la purge. Et il lui dit, mais tu dégages. Là, elle dit, mais merde, c'est pas vrai, s'il y avait un autre... Parizeau m'aurait jamais dit ça. Non. Et... Louise Arel lui aurait jamais dit ça. Et il y en a bien d'autres qui lui auraient jamais dit ça. Ossan lui aurait jamais dit ça. Il est assez intelligent. Il est assez intelligent pour hein? Mais des imbéciles comme cet imbécile-là, oui, il va le dire. C'est ça qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Coup pour coup. Je t'emmerde, tu m'emmerdes, je t'emmerde, c'est comme un couple. Elle s'est bornée pour ça. Elle s'est bornée, puis elle a dit, bon, si c'est comme ça, je m'en vais. Là, il y a eu une autre chose que je ne suis pas d'accord avec elle, c'est qu'elle aurait dû temporiser. Tu me dis de partir, c'est bien. Je tourne mon pied, je sors de là. Je laisse le peuple décider. Les gens du bloc, ceux qui payent les membres, là, c'est eux qui payent, c'est eux qui gouvernent le bloc. T'as juste à revenir et puis dire, toi, monsieur Payet, là, tu me dis de partir. Es-tu prêt à rentrer en élection contre moi? À l'intérieur du bloc. Bon, tout ça, ça ne s'est pas fait parce que monsieur El Béchara, comme tu l'as dit, il y a un monsieur très nerveux, il paraît, qui est prêt à aller donner des claques à un enfant sur le terrain de... J'ai pas dit qu'il allait donner des claques, j'ai dit qu'il s'est emporté parce qu'un enfant aurait... Bon, alors quand tu as un mari comme ça, tu crois qu'elle va rester? Son mari arrive à la maison, ben oui, t'es une chienne, t'es comme ça, t'as rien à foutre. Regarde ça, comment il te parle, il t'a parlé de la même, t'aurais dû t'envoyer chier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Elle sait même pas où aller. Et certainement qu'elle a eu des offres alléchantes. Il y a bien quelqu'un qui faisait peur aux anglo-saxons à l'époque. C'était bien Maria Mourani. Ben oui. Que vous voulez pas. C'était Maria Mourani qui faisait peur aux anglos. Moi, je l'ai vu, son potentiel. Même Jules Duceppe lui disait... Ben oui, lui, il temporisait trop. Mais Duceppe fait partie des colonisés. C'est un été noir, lui. Bon, le jour du drapeau, l'affaire du drapeau. Le drapeau québécois qu'elle a planté à Ottawa. Est-ce que quelqu'un en a parlé? Personne. Hey, faut pas dire ça aux journalistes. Ils vont prendre ça, vont descendre ça dans les... Tu comprends? Moi, j'avais vu ça dans le journal Onsic. C'est tout. Voilà. Mais ça se passe aux États-Unis. Tu sais qu'est-ce qu'il y aurait eu aux États-Unis? Ça se passerait en France. Il n'y a pas une seule télévision qui n'allait pas en parler de ça. Elle a enlevé le drapeau canadien, elle l'a planté à côté. Elle ne l'a pas jeté par terre, parce qu'elle ne veut pas manquer de respect quand même. Hein? Elle n'a pas jeté par terre, sauf qu'elle l'a planté à côté. Elle a cherché le drapeau québécois, elle l'a planté à côté, ça faisait 2 drapeaux. Je ne vois pas pourquoi. Double allégeance. On lui tirait dessus. Parce qu'elle a mis un drapeau québécois, donc le Québec c'est quoi? C'est de la merde. Pour les Canadiens, c'est un peu ça. C'est ça. Donc moi je vous dis, le jour qu'il y aura, prenons Lucien Bouchard.
L'estrompier, Lulu, l'estrompier. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a senti qu'il commençait à perdre les élections, hein, lui, il a foutu le camp. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a viré sa veste. Il y a ce qu'il a fait avec Michaud. Il a été Premier ministre, il a été tout, il a été chef de l'opposition à Ottawa. Grâce au Bloc, grâce aux Québécois qui ont voté pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chié sur tout le monde. Pourquoi lui, la brochette, hein, il a le droit de chier sur les gens, mais les autres, c'est pas des humains. Lui seul, il est humain. Ben, tu prends par exemple Bernard Landry. Moi, je ne serais pas fier de Bernard Landry. Tu as laissé le Parti québécois comment? Tu l'as laissé? Dans la misère. Ouais, en ruine. En ruine, avec combien? Avec 75% des voix. Il s'est quand même excusé depuis. M'en fous de son excuse. D'accord, mais ce que je veux dire, au moins aujourd'hui, il fait son mea culpa. Il y en a plein qui ne l'ont pas fait. M'a demandé à Duceppe ou Bouchard de faire mea culpa. Ils se disent, j'ai rien à me reprocher. Landry, au moins, a reconnu que quand il était Premier ministre majoritaire du Québec, il n'a rien foutu et il aurait dû avancer vers l'indépendance. Aujourd'hui, il reconnaît que ça a été une erreur. C'est déjà au moins. Chérie, excuse-moi, je t'ai trompé. Voilà, exactement. Hein? Voilà, je t'ai trompé. J'ai trop lâche, trop colonial. J'ai été trop lâche, puis la blonde était trop belle. Hein? Bon. Elle avait une bouche goulue. Si tu veux, là, on a fait un peu le tour de ça. J'aimerais ça qu'on parle un peu de la Côte d'Ivoire. Récemment, il y a eu des élections entre Ouattara et Laurent Gbagbo. J'aimerais ça que tu nous dises un peu ta position là-dessus. Bon, là, vous savez, ce pays-là, et déjà la liberté, c'est pas tellement là-bas. Mais Les yeux sur la Côte d'Ivoire. oh, mais ça, c'est dans le monde complet. Les Chinois, ils achètent des terres ici déjà. Tu sais qu'il y a des terres québécoises achetées. Tu sais que tu as des lacs qui sont déjà achetés. Est-ce que tu le sais? Tu ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous le dit, ça? Personne ne le dit. Si, ça, je le savais. Ils ont acheté des lacs. Parce que le Québec, il nage sur l'or bleu, là. Les Chinois, ce pas des imbéciles. Ils savent où se trouve l'argent. Et les Chinois ont besoin de terre, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de tout. Ils achètent partout dans le monde. Ils ont acheté au Québec. Beaucoup même. Mais ils ne le disent pas. Et c'est qui vend tout ça, là? C'est qui vous empêche de le savoir? C'est les médias qui sont achetés. Les Desmarais et compagnie sont associés avec les Chinois. Ouais, ils sont dans la Citibank et autres. Les banquiers, c'est pour ça que je te dis, l'impérialisme de l'argent. Elle est en train d'acheter tout. En France, pourquoi aujourd'hui ils ont plein ils sont en train de faire la guerre, les paysans et tout ça. Parce qu'on est en train de les faire chier aux paysans pour juste vendre leurs terres aux Chinois. En Côte d'Ivoire, les Chinois achetaient des terres et des terres, juste pour planter du riz. Il me semblait que c'était le cacao qui était... Le cacao était déjà planté, premier producteur mondial, café premier producteur mondial. Ça rapporte en maudit. Ça rapporte en maudit. Ils ont mangé 3/4 du bois en Côte d'Ivoire. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est le riz, les terres pour le riz. Ils ont une population... La population mondiale s'en va vers se multiplier par 2. Et comment tu vas donner de la nourriture à ces gens-là? Toute cette population-là. Si tu n'achètes... En Chine, il n'y a plus de terre pour planter. Il y en a des terres, mais tout est pris. Tout est pris. Les seules terres qui existent encore de libres, que personne n'a touché, des terres vierges, c'est l'Afrique. C'est pour ça que l'Afrique a tous les problèmes aujourd'hui. Moi, là même, je vais te dire une chose, je vais dire une connerie peut-être. Tout le monde va dire que je suis devenu fou. Mais moi, je dis que l'Ebola, là, c'est une affaire qu'on a plantée en Afrique pour tuer le monde, pour baisser la population et pour acheter les terres de ces pauvres personnes-là. Là. Le vaccin de l'Ebola, là, il existe déjà. Mais on ne veut pas le sortir. On attend qu'il y ait 30 000, 40 000 morts et que la planète soit atteinte
pour aller se faire les milliards d'argent avec le vaccin de l'Ebola. Il est là déjà, le vaccin de l'Ebola. Pourquoi jusqu'à date, on n'a rien trouvé? Non, c'est juste bon pour les Blancs. Même les Blancs, on attend. Parce que jusqu'à présent, on est juste à 8 000 à 10 000. Ça marche pas, ça, là. Pour monter à 100 000, 100 000, 250 000. Le H1N1, là, combien il a tué avant pour qu'on ait trouvé le virus? Chez nous ou, Ben, dans le monde. bon, je m'en souviens pas. Dans le monde, c'était pas tant que ça quand on regarde ce que tue la grippe chaque année. Mais on nous a fait une belle crise avec ça. Puis vers chez nous, ça a dû tuer 2 personnes et demie. L'Afrique, c'est pareil, regarde là. Ça commence là. En train de tuer le monde comme ça. Tout ça, qu'est-ce que tu crois qu'il y a derrière ça? Moi, je crois pas que ce soit... Les Russes, par exemple, c'est quoi? Les Russes viennent de l'annoncer il y a 2-3 jours qu'ils ont trouvé le vaccin. Mais ils sont pas prêts à le descendre dans le marché. Le Canada aussi, ils disent ça. Oui, pourquoi? Ben parce que, regarde, ils ont investi, il faut que ce soit rentable. À 10 000 morts, là, ça marche pas. Ça fait pas assez peur, c'est ça? Non, il n'y a pas assez de morts, il n'y a pas assez de gens contaminés. Parce que quand on va fabriquer l'antivirus, là, on va le fabriquer à coups de millions d'antivirus. Oui, mais pour que ça marche, il faut que les gens aient peur, c'est ça que je veux te dire. Pour qu'ils aient peur, là, déjà, ils chient dans le froc. Pas trop encore. Oh, ben là, déjà en France aujourd'hui, regarde la presse comment elle marche avec ça. Hein? Il suffit que, hop, on parle un coup, hop, là-bas, regarde, il y a eu 2 ici, il y a eu 3 là. Et un de ces 4 matins, on t'a dit, il y a un avion complet qui est pris. Pour revenir aux Chinois, qui sont en train d'acheter là-bas en Afrique, ben c'est pareil. Tu vas là-bas en Afrique, tu vas trouver les Chinois, ils sont là assis sur les bords de route. Et si tu les vois, tu dirais même pas que c'est des boss. Et tu arrives à côté, tu parles avec monsieur, c'est un chef de chantier, là. Ben oui. En Afrique, déjà, à l'époque du colonialisme français, on payait les Africains noirs là, à travailler beaucoup plus cher que les Chinois aujourd'hui payent les Africains en Afrique, en Côte d'Ivoire. Imagine-toi, quand un Chinois il fait travailler un noir chez lui, pour lui laver son linge, pour sa tête, tu sais combien il lui donne? Il ne donne même pas $20 par semaine. Et l'Africain, là, il doit manger, il a une famille, il a tout. Et les Chinois ne lui donnent même pas de quoi acheter une assiette de riz pour manger. Ils disent, il y a $20, là, ça reste $20. Mais le Français, quand il était là-bas, le Blanc, quand il était là-bas, même l'Ivoirien, quand il est là, il y a un gars qui travaille. Moi, par exemple, j'en ai plein qui travaillent pour moi. Moi, chez moi, à la maison, je leur donne tous les jours, je prends de l'argent. Une cuisinière autochtone qui est là, je lui donne de l'argent. Je dis, tiens, toi, là, tu en donnes l'argent à madame, là-bas, elle va lui faire à manger pour le monde. Ça te coûte quoi? 20 piastres. Il y a 15 gars qui mangeraient derrière ça. Ensuite, il y a un autre gros scandale. La traite des enfants et des bébés. La traite des organes en Afrique. C'est un truc, c'est monstrueux. Et c'est qui fait là, cette traite-là? C'est les églises américaines, là. Tu vas là-bas, tout le monde en train de prier, là, Jésus, Jésus, Jésus. Toi, tu parles encore des musulmans avec les salafistes, et puis ça, c'est encore pire. Ils sont en train de prier, là, Jésus, Jésus. Les gens qui crèvent de faim, le petit bébé est là, on prend ça, on fait des, comment on appelle ça, des pensionnats, là. Hein? Dès qu'elle ne peut plus nourrir son enfant, elle envoie ça, elle jette ça devant les portes des églises, là, c'est plébistérien, je ne sais pas comment il s'appelle, là. Tu sais, les différents les sectes, là. Ils envoient, ils jettent ça là-bas, puis après, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des annonces. Adoptez, venez adopter. C'est qui encaisse cet argent-là? C'est les églises qui encaissent ça. Si c'est les Américains, c'est les évangélistes. C'est les évangélistes, c'est toute la gang. Il y en a d'autres aussi. Assemblée de Dieu, je sais pas qui, là. Toute la gang, c'est ça en Afrique. Yeah. Moi, j'aimerais bien un jour que vous venez. Donc, là, vous envoyez promener là-bas, vous allez voir. Donc, en gros, l'Afrique est un réservoir de ressources, un réservoir humain. L'esclavage continue, c'est pas... Il y a une autre forme d'esclavage.
On a arrêté l'esclavage de mettre des gens dans les bateaux, dans les sous-sols, dans les trucs, de les envoyer ailleurs, aller travailler dans les champs de canne à sucre. Aujourd'hui, l'esclavage africain, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, en lui disant, regarde, tu travailles pour moi, je te donne de l'argent. À ce moment, tu n'es plus esclave, je te paye. Mais combien tu lui payes? 1 pièce par jour? Et tu lui loues combien la maison dans laquelle il vit? En plus. Là, tu ne loues pas, le gars, il vit. Ouais, tu lui donnes d'une main, tu Le reprends gars, l'autre. il peut pas, il va louer il va se construire des maisons en terre, là, en paillot, là. Mais de toute façon, En paille, là, tu sais. s'il travaille, il fera bien qu'il mange parce qu'il va pas cultiver. Ben, et en évidemment. général, le mec qui possède le dépanneur, C'est c'est ça. le même mec qui le paye. Donc Bon. il va retrouver son argent ailleurs. Et même, je te dis, l'esclavagiste de l'époque, là, quand il amenait son esclave noir ici, il le nourrissait. Parce qu'il a besoin de lui pour travailler le lendemain. L'autre, là-bas, il ne le nourrit pas. Il le traite que... comme un esclave, mais sans être nommé esclave. Et les enfants et les bébés, c'est pareil. On amène ça, aujourd'hui, c'est les églises qui sont là. Et puis, si tu les vois en train de danser, on a trouvé une bonne solution, ils savent qu'ils aiment danser. On met des orchestres. Ces gens font plein d'argent en arrière de ça. Après, ils vendent des organes. Le gars, il est pauvre et tout. Tu veux un rein, tu veux vendre un rein? Il dit, tu sais que $1000, c'est quoi pour lui, là-bas? Ouais. Quand tu touches $50 par mois, $1000, c'est hein? Mais, Il vendrait son rein, il vendrait tout. Il se vendrait lui. puis là, pour finir, parce que là, l'heure achève, on va retourner un peu au Liban, Syrie, l'État islamique. Ah, ben ça. Mais là, Ça, je vais te dire, là. Là, on est parti pour une demi-heure. Mais d'après toi, là, les chiites, est-ce que ce sont des alliés des chrétiens maronites ou des ennemis? Les chiites ont toujours été les alliés des chrétiens, maronites et druzes et Oui. kurdes. Les ismaélites. Oui, ça a toujours été depuis des années et des années contre les sunnites. C'est ça. Voilà, ça a toujours été les mêmes alliés, ils se sont tous protégés entre eux. Et c'est bien connu. C'est pour ça qu'il y a une meilleure entente entre les chiites et les sectes descendants des chiites. Il y en a beaucoup. Avec les chrétiens du Moyen-Orient et les Kurdes et les Druzes. Et la bête noire, la vraie bête noire, c'est les sunnites. Ça, il ne faut Tout pas en qui veulent parler. épurer tout. Regarde, là, oui, ceux-là, c'est la vraie bête noire. Et puis c'est des menteurs, puis c'est des regarde, je vais te dire, ce que le roi d'Arabie dit aujourd'hui, là, devant Obama, ce que les gens de l'Émirat parlent devant Obama et tout ça. Obama, il le sait très bien que c'est des menteurs. Même Hollande, il sait que c'est des menteurs. Même, ils savent tous. Regarde aujourd'hui la Turquie, là. On lui a dit, hey, il va défendre les Kurdes, là, juste à la frontière, là. Ton armée est là. Non. Non. Pourquoi? Ils sont allés les bombarder par contre. Bombarder. Les Américains, ils bombardent tous les jours. Non, je parle des Turcs, sont allés bombarder les Kurdes. Ouais, Ben oui, ils ont bombardé les Kurdes. En plus. Voilà. Non, ben, pour te dire quoi, là? Qu'est-ce qu'il a? Moi, je te dis une chose. Il y a une sorte d'hégémonie sunnite mondiale qui commence en dessous de la taille. Et puis, je vais te dire un peu, là. Les Algériens, Marocains, Tunisiens, tout ça qui sont ici, c'est des quoi? C'est des sunnites. C'est pas des chiites, ça. Mais c'est pas des wahhabites. C'est tous des wahhabites. Ah oui. Mais le wahhabite, c'est une secte. Mais c'est une secte des sunnites. Mais c'est ça. C'est les Algériens, les Tunisiens. Regarde, pas c'est des comme si wahhabites. tu as dit l'Assemblée de Dieu et puis les autres, là, tout ça, c'est pas des chrétiens. C'est des chrétiens, mais c'est des gens sectaires. du côté. Extrêmement. Voilà. Alors, les wahhabites, les hachemites, ou bien le roi du Maroc, c'est tous la même tata, là. Je crois que pour ça, on va devoir faire une autre émission par contre. Parce que... Ça, c'est une grosse, ça, parce que là, il va falloir retourner vraiment en arrière, aller chercher il y a des... Mais non, mais c'est simple à comprendre. Ah, j'ai pas dit que c'était compliqué, j'ai C'est juste simple dit à que l'heure comprendre. était passée. C'est simple à comprendre. Tu sais, c'est pas difficile. Et les Juifs dans tout ça? Mais les Juifs, ils ont assez de couilles, ils sont tenus debout,
Ils connaissent ça depuis longtemps et ils ont dit celui qui vient nous emmerder, on nique sa mère. Ce que les chrétiens n'ont pas fait. Ce que les chiites aujourd'hui essayent de faire avec le Hezbollah et l'Iran et tout ça. Il dit aussi, celui qui vient nous voir, on nique sa mère. Mais les Israéliens ont compris ça il y a longtemps, eux. Ils ont dit, mais ça, les Israéliens tout seuls aussi, à la longue, ils pourront... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, à l'usure, ils vont les avoir à l'usure. Non, mais ils ont des bombes atomiques. C'est pour ça que Nostradamus, qu'est-ce qu'il a dit, Nostradamus? Il n'a pas dit que ça sortirait d'un musulman sunnite. La troisième guerre mondiale. Qui allait créer un califat. Mais le califat, c'est... Voilà. Voilà, il a créé un califat, il l'a créé, le califat. Oui. Actuellement, il est là-bas. Et puis, je vais te dire une chose. Tony. Moi, je te donne juste un petit exemple. Imagine-toi que un gars il rentre dans le métro de Montréal aux heures de pointe. Qui c'est qui va contrôler qu'est-ce qu'il a sur le corps? Personne. Il va s'exploser dans le métro. Tu vas voir que ça ne va pas donner des idées aux autres. En France, c'est ça qu'ils font attention à ça. La ministre, là, comment elle s'appelle, qui a arrêté une femme avec sa valise, la ministre est descendue du train. Non, mais là, tu parles de la tarée de Morano, c'est encore autre chose. Mais elle a moitié allumée, cette bonne femme. Mais toi, tu vois une femme qu'on voit même pas, quelqu'un habillé tout en noir, qui tire une valise dans une gare. Oui, non, mais là, on voit pas sa face, et tu sais bien que c'est interdit par la loi, la burqa. Elle a dit, hey, madame, j'aimerais voir ta face. Je suis une femme, j'ai le droit de voir ta face parce que chez eux, les musulmans. Non, mais là, c'est Nadine Mollard. Oui, mais ça ne prend qu'une femme. Elle a refusé. Quand elle refuse, ça veut dire quoi? C'est un terroriste. Et tu sais qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Moi, je l'ai rattrapé par la tête, mis par terre, lui arraché ses habits, puis la regarder. Maintenant que la police s'en vienne, on va faire un cas. Je crois qu'on va devoir faire une autre émission spécialement sur ce sujet-là, parce que là, non mais Tony, sans rire, là, il est 9h10, on doit arrêter parce qu'on a l'autre invité à rattraper. Ça m'a fait plaisir que tu viennes. Moi aussi. J'étais content de te voir. Et puis, on se reprendra peut-être une autre fois si tu veux parler de ça. Moi, ça nous dérange pas. J'ai bien aimé l'expérience. On invite tout le monde ici, alors tous les avis. Content. Ouais, moi aussi, j'ai aimé l'expérience. C'est comme ça qu'on doit faire. On va essayer de réveiller un peu les gens. Mais nous autres, le but des coups bleus, c'est de donner la parole. Si nous, on parle pas, parce que nous, là, on est des underground. Underground. On appelle ça sous la terre. Oui, à peu près comme les Verts. Ben, on est sous la terre. C'est comme un peu dans les films futuristes, là. Quand on voit ceux qui résistent un peu, ils vivent toujours sur la terre. Mais c'est pour ça qu'on voulait donner la parole à des citoyens ordinaires. Voilà. Mais avant, nous, on le faisait moi, je le faisais sur la place de la mairie au centre-ville. D'accord. Ouais, avec... Mais là, ça va être enregistré et diffusé sur Facebook. C'est ça, mais nous, on le faisait là-bas et les gens, ils montaient et puis ils partaient. Donc là, on va faire une pause de 5 minutes et après, on arrive tout de suite avec l'autre invité. Donc, voilà. Bonne soirée. Merci. Et à tout de suite. Bye.